suite, je vous présente Sophie Wanti, voilà, c'est bon, et Aglaé Gauthier qui donc de ID Kids Community et qui vont nous parler de faut-il s'adapter au projet familial dans le cadre de la collectivité. Un vaste sujet, je pense. Voilà, je les laisse se présenter. Bonjour, donc Sophie Wanti, je fais partie de la communauté ID Kids et au sein de cette communauté, je suis responsable du commerce et du développement pour Rigolo comme la vie. Donc Rigolo comme la vie, c'est l'entreprise de crèche. Donc j'accompagne les collectivités, les entreprises dans leurs projets de création de places en crèche. Bonjour, moi c'est Aglaé. T'es pas branché. Bonjour, Aglaé Gauthier, donc je suis collaboratrice de la communauté ID Kids, éducatrice de jeunes enfants de formation, directrice de crèche pour Rigolo comme la vie sur une structure qui se situe à Roubaix. Alors, une commerciale et un travailleur social pour vous parler de l'adaptation au projet familial dans le cadre de la collectivité, ça peut paraître surprenant, mais en fait nos missions se ressemblent. Oui, et aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Alors, je vais prendre des raccourcis, mais pour s'adapter à un besoin dans la collectivité, on se colle déjà, toute crèche est un projet unique. C'est-à-dire qu'avant d'ouvrir une crèche, on travaille énormément en amont sur la genèse même de la crèche. Donc, on se rapproche des acteurs politiques, des acteurs économiques et évidemment des institutionnels que sont la CAF et la PMI. À chaque fois, tous les projets naissent avec une inertie énorme, c'est-à-dire qu'avant que vous voyez une crèche s'ouvrir, il y a un travail de fond énorme qui vient s'adapter aux desiderata de la politique locale et des ambitions aussi locales, que ce soit des administrés, que ce soit des salariés. Donc tout ça naît d'un gros diagnostic qui va coller déjà dans une adaptabilité aux besoins des habitants locaux du quartier et même voire d'ailleurs. Donc on est déjà dans l'amorce d'une question d'adaptation et d'adaptabilité à un projet. Ensuite, nous, en structure, cette adaptation, on la vit au quotidien dans l'accueil individualisé de chaque famille. Effectivement, si on remonte il y a quelques années en arrière, l'accueil collectif renvoyait souvent à l'image de quelque chose de fermé, avec un cadre strict, des règles assez strictes, avec peu de souplesse d'adaptation à des besoins spécifiques de famille. Aujourd'hui, le cadre légal nous amène à tendre vers plus de souplesse. Et les valeurs qu'on défend aujourd'hui dans notre groupe, le vivre et grandir ensemble, le fait d'être créateur de liens sociaux, nous amène à transcender encore un peu plus loin ce cadre légal pour s'adapter au mieux aux besoins spécifiques de chaque famille accueillie en structure. En fait, toute la politique petite enfance a énormément évolué parce qu'à l'époque, enfin mon époque, c'est pas si loin non plus, mais quand même, pour obtenir une place en crèche, on devait d'abord prouver qu'on travaillait, on devait prouver que c'était du plein temps, il y avait toute cette histoire de forfait. C'était pas du tout l'accueil d'aujourd'hui. Aujourd'hui, depuis quelques années, on est déjà dans une politique nationale on doit répondre aux besoins de chaque famille et sur chaque amplitude horaire, c'est-à-dire que si j'ai envie de butiner un petit peu de crèche parce que je garde mon enfant à la maison mais que je veux un peu de sociabilisation, je peux aussi fréquenter la crèche. Si je travaille à plein temps, je peux aussi fréquenter la crèche. Donc il y a cette notion de différent accueil qui est reproduit aujourd'hui. Donc on est déjà dans une certaine adaptation et c'est ça que nous demande que ce soit les donneurs d'ordre, donc pour moi ce sont les collectivités ou les entreprises, voire les institutionnels, et pour Aglaé, les familles en direct. Donc l'idée, c'est de pouvoir recevoir chaque famille, que ce soit des familles habitantes du quartier, parce que nos crèches ont toujours une ouverture sur les familles quartiers, que ce soit les familles qui ont une place parce qu'elles sont collaboratrices d'une entreprise qui ont réservé des places chez nous. Chaque famille est accueillie en fonction de son histoire, de sa culture, de ses besoins, de ses représentations aussi de la collectivité. L'idée, c'est de pouvoir se rencontrer en amont, échanger, écouter beaucoup, comprendre le projet de cette famille, le projet qu'elle a pour son enfant et trouver ensemble une organisation, établir des liens, créer une relation de confiance mutuelle dont le but principal, c'est l'intérêt de l'enfant, évidemment. Ça, c'est toujours ce qui va primer et ce qui va guider nos choix et nos réflexions communes. Aujourd'hui, une crèche, en fait, à chaque fois, quand on est en amont comme moi, c'était un gros investissement, c'est une belle ambition et c'est surtout du projet très long terme. Donc, quand Aglaé répond aux desiderata des familles, c'est que nous, on a aussi, en amont, pu glaner toutes les demandes, par exemple, d'une entreprise ou d'une collectivité qui se dit
je crée un nouveau quartier, j'ai des nouveaux arrivants, il faut que je crée du service à la personne. Une crèche est un outil puissant d'intégration sociale et de dynamisme et de mutualisation de moyens, d'émulation de groupe. Donc c'est vrai que c'est souvent le cas et donc c'est ce pourquoi on crée encore des crèches. Mais cette ambition, il faut vraiment qu'elle colle aux besoins des habitants. C'est-à-dire que quand on met une crèche près d'une gare parce qu'on sait qu'il y a une majorité de parents qui partent travailler sur la métropole, on sait qu'on va devoir avoir une adaptation sur l'amplitude horaire. Par exemple, ça n'est qu'un exemple. On sait que quand on travaille avec certaines entreprises, on a certaines de nos crèches qui ont des grosses amplitudes horaire, toujours en insistant bien sur l'intérêt de l'enfant d'abord, mais c'est vrai qu'on a des travailleurs on a des crèches qui ouvrent de 5h du matin à 21h, et donc ils s'adaptent aussi aux besoins des salariés, parce que dans certains cas, c'est la demande initiale. Donc vous voyez, dans cette adaptation, il y a vraiment tout ce travail en amont qui est fait, et après qui est repris directement par les directions dans le quotidien avec les familles. Alors, ce travail en amont, pour nous, il est très important parce que, comme tu le soulignais, Sophie, chaque crèche est quand même implantée dans un territoire. Ce qui se trouve autour de la crèche, les structures médico-sociaux, les structures culturelles, pour nous, c'est un plus. Bien les connaître, aller à leur rencontre et surtout travailler en synergie, en fait, ça nous permet de répondre de manière individualisée et vraiment adaptée à des besoins spécifiques d'une famille à un instant T. Et ces besoins, ils évoluent aussi pendant tout le parcours de la famille au sein de nos structures, parce que un bébé qui arrive, on se rejoint 1 an et demi plus tard, les parents ont peut-être d'autres besoins parce que l'enfant grandit, il y a d'autres choses qui émergent. Donc cette adaptabilité, on le fait en interne, ensemble, en équipe, avec le groupe, en réfléchissant avec les parents, mais aussi en externe, en allant chercher les partenaires. Alors les partenaires très classiques qui peuvent faire partie de secteurs qu'on connaît, je vais parler de la PMI, des CAMS, des CMP, mais l'idée c'est aussi de pouvoir aller chercher un peu plus loin. Alors je vais prendre un exemple très concret sur ma crèche. J'ai des familles de primo-arrivants qui ne maîtrisent pas forcément la langue française, ce qui peut déjà être une barrière pour l'intégration. C'est de pouvoir aller à la rencontre d'associations qui proposent des cours de français, d'aller les rencontrer, de voir comment on peut organiser pour ces familles des cours, comment nous, on peut faciliter la prise en charge de leurs enfants pendant ces cours. Voilà, c'est un exemple très concret, mais en fait, il y a plein de partenaires qui existent. Quels moyens on se donne pour répondre à un besoin spécifique d'un parent, d'une famille, de travailler en cohérence avec ses partenaires, et toujours dans l'intérêt de l'enfant. Une crèche, à chaque fois, ce que je dis en amont, c'est vraiment un lieu d'ouverture. C'est surtout pas une crèche sous cloche avec un système de halte-garderie où on aurait juste des enfants qui seraient gardés. On crée la vie du petit citoyen de demain. Donc l'idée, c'est vraiment, comme le dit Aglaé très justement, c'est au fur et à mesure de la vie de la crèche, au fur et à mesure des demandes des parents, et donc en s'adaptant aux besoins des familles, d'aller créer du lien, d'aller créer cette émulation, d'aller créer toutes ces passerelles qui existent avec les structures enfance et petite enfance, que le petit citoyen qui sorte de la crèche soit complètement adapté, on va dire, à son quartier, à sa future école, à la ludothèque, aux copains d'à côté, et surtout pas d'avoir une vie close en vase clos avec juste, on va dire, un système de garde fermé. Voilà. Après, si on va un peu plus loin dans le sujet, s'adapter au projet familial et aux besoins des familles, ça ne veut pas dire non plus répondre de manière positive et systématiquement à toutes les demandes des familles. C'est avant tout créer un espace de rencontre et d'échange, de réflexion, où on peut recevoir les demandes des familles et ensemble trouver des solutions, trouver des aménagements, réfléchir à ce qui est possible, mais toujours dans le cadre de la collectivité, parce qu'on reste un mode d'accueil collectif, donc il y a un cadre, il y a des règles, il y a quand même un cadre horaire à respecter, on s'engage quand même avec le parent dans un contrat à un moment donné, alors qui peut être révisé si besoin, mais il y a quand même du coup un engagement mutuel à la base. Je pense que ce cadre, quand il est clairement posé avec le parent, en fait, il est rassurant parce qu'en fait, il permet tout simplement une équité pour tous les parents qui entrent dans cette collectivité. Donc voilà, c'est comment on peut se donner les moyens d'aller plus loin, de répondre aux besoins, tout en garantissant ce cadre sécurité de la collectivité.
C'est toute l'ambition. Hein. Voilà, on a aujourd'hui Rigolo comme la vie, c'est un parc de 100% de crèches en PSU, donc les parents payent en fonction de leur quotient familial, c'est-à-dire exactement la même chose qu'à la crèche municipale. Donc notre but, c'est bien de créer cette mixité, et que ce soit des parents de salariés ou des parents au RSA ou des primo-arrivants, le cadre est exactement le même pour tout le monde, et il y a cette fameuse adaptation derrière à chacun et à chacune des familles. Mais l'idée, c'est bien d'avoir ce vivre et grandir ensemble et cette cohésion de groupe qui vient se faire naturellement avec les enfants et d'entraîner les parents dans cette émulation. Tout à fait. Voilà. On va peut-être passer au temps d'échange et de questions. Il faut qu'il y en ait un qui se lance, après ça va être plus facile. Par rapport aux professionnels justement, le fait que vous ayez des horaires quand même parfois très grandes, vous avez dit tout à l'heure que vous pouviez ouvrir vers 5h du matin et fermer vers 21h. Pour les professionnels, comment ça se passe concrètement? Parce que j'imagine qu'il y a des roulements, voilà, mais qu'est-ce qui se passe aussi pour des enfants qui sont accueillis aussi sur des temps horaires aussi grands? Voilà, peut-être que vous pouvez me répondre par rapport. Donc en fait, oui, nous, en termes d'équipe, c'est exactement pareil que pour l'entreprise pour laquelle on a ces berceaux. Donc oui, il y a des roulements. Donc il y a 2 équipes. Pour les enfants, en l'occurrence, on a des limites. C'est-à-dire que les enfants ne vont pas rester de 5h à 21h. Les parents sont postés. Donc on est en horaire posté. Donc en l'occurrence, on va accueillir les enfants soit très tôt le matin. Généralement, la pause, c'est plutôt vers 13h. Donc l'un des 2 conjoints récupère les enfants à ce moment-là. Ou l'après-midi. Mais on n'a jamais, de toute façon, il y a une limite. Hein, au-delà de 10h... c'est stipulé dans les contrats. Alors, on va me dire qu'on est en région parisienne, sur certains des... Oui, quelquefois ça déborde, mais en fait, voilà, la majorité des enfants ne restent pas plus de 8, 7 heures, 9 heures, quelquefois 10 heures, vraiment, c'est dans les cas vraiment extrêmes. Mais non, on ne garde pas les enfants de 9 heures à 21 heures à la crèche. Et après, pour les équipes, effectivement, il y a des roulements d'équipes qui sont organisés en fonction des besoins du terrain. Hein. C'est les besoins des enfants, du groupe d'enfants qui priment sur l'organisation de l'équipe, des horaires, des postes, etc. En fait, nous, en amont, on a déjà la vision. Donc, on parlait de contrat, on parlait d'engagement, on parlait de visibilité, parce que de toute façon, une crèche, c'est de la masse salariale. Hein. Donc, nous, notre devoir, c'est d'avoir cet accueil sécuritaire et sécurisé avec des professionnels qui encadrent. Donc, de toute façon, on prévoit pour le nombre d'enfants à chaque fois le nombre de professionnels adéquats. Donc ça, c'est pas un sujet. Mais justement, dans l'accompagnement, si des parents nous demandaient de garder les enfants de 5h à 21h, il y aurait un accompagnement de la directrice en disant non, ça c'est pas possible, vous pouvez pas laisser vos enfants vivre à la crèche non plus. Voilà. Je vous en prie. Je vais le laisser dans la... Vous parliez donc du projet familial pour des mamans qui vont mettre pour la première fois leur enfant en collectivité. Il faut se séparer, elles allaitent. Comment ça se passe au sein de vos crèches? Alors, on rencontre, avant qu'une maman mette son bébé, avant qu'une maman, des parents, une famille, un papa et une maman nous confient leur enfant, on se rencontre en amont pour discuter de choses administratives, mais surtout pour connaître ce genre de choses, ce qu'ils souhaitent pour leur enfant. En cas de demande de poursuite d'allaitement, chose qui arrive régulièrement, ça va... Peu importe que ce soit une famille entreprise ou une famille quartier, on va proposer à ces parents de pouvoir poursuivre l'allaitement. On va discuter ensemble de quelles sont les conditions les plus optimum possibles. Alors ça peut être pour une maman, si l'entreprise est juste à côté, très bêtement, on va pouvoir lui dire écoutez, à l'heure de la tétée, on vous appelle. Si vous pouvez venir vous déplacer, dans ce cas-là, on a un endroit où la maman peut allaiter de manière confortable et de manière individuelle avec son enfant. C'est pareil pour une maman qui habite dans le quartier. On peut proposer ça. On peut aussi proposer des outils facilitants si elle nous ramène le lait maternel, le transport du lait maternel. Nos équipes sont également formées à l'accompagnement de la poursuite de l'allaitement. Voilà, donc on s'adapte en fonction de la demande de la famille, on voit ce qu'il est possible de faire. Mais oui, c'est des choses que l'on prend en compte. Alors, pareil, juste parce que je pense à ça, parce qu'on a une crèche qui a été dédiée pour une entreprise qui est très jeune et où on a énormément d'allaitement là en CAMA. Donc on travaille avec cette crèche. Alors,
Évidemment, la proximité joue énormément. C'est sûr que si vous avez une crèche à 50 mètres ou à 100 mètres, on a la majorité des mamans qui ont poursuivi l'allaitement. Et si je ne me trompe pas, on a aussi des mamans qui tirent leur lait et vous prenez le relais, vous, en crèche, dans la biberonnerie. Donc, en fait, on est vraiment là pour, pareil, dans cette question d'adaptation et d'adaptabilité au projet familial. L'allaitement est vraiment déjà aussi un sujet qui est complètement pris en compte et à bras-le-corps dès l'arrivée, quoi. Au-delà de l'allaitement, c'est vrai que la proximité des crèches avec les entreprises qui peuvent bénéficier des places ou le fait d'être ouvert sur les quartiers, donc des parents qui habitent vraiment à proximité des crèches, on ouvre nos crèches aux parents. Et un parent, par exemple, ça arrive souvent dans les places d'entreprise, qui peuvent nous dire, vous savez, moi le midi j'ai 2 heures de pause, c'est vrai que je laisse mon enfant 8 heures par jour, et pendant 7 heures de pause le midi, j'aimerais bien passer 1 heure avec mon enfant à la crèche. C'est des choses qu'on propose et pour lesquelles, alors toujours dans l'intérêt de l'enfant, c'est-à-dire tant que ça ne perturbe pas l'enfant, une deuxième séparation dans la journée, il n'y a pas de souci. Le parent peut venir, on a des parents qui viennent sur le temps du midi, c'est super, c'est l'heure du repas, on propose aux parents, mais s'ils le souhaitent, de pouvoir partager ce temps-là avec leur enfant et puis après de repartir travailler. Et voilà, c'est vraiment en fonction des demandes de la famille, de ce qu'on peut entendre de leurs besoins, parce qu'effectivement parfois, comme dans toute relation, le parent nous fait part de certaines choses et on entend le besoin derrière qui est de j'ai envie de passer plus de temps avec mon enfant, mais il est en collectivité. Est-ce que je vais pouvoir ? Mais oui, en fait, oui. Nous, c'est d'abord l'intérêt de l'enfant de pouvoir passer du temps avec son parent. Donc, si on peut y répondre, on le fait avec plaisir. Je disais, moi j'ai une question, c'est par rapport au rythme de l'enfant quand les parents nous demandent des contraintes qui ne sont pas forcément adaptées au rythme de l'enfant. C'est-à-dire, par exemple, nous on a un enfant, la maman ne voulait pas qu'on le recouche après le goûter alors qu'il était fatigué parce que sinon, quand il rentrait à la maison, il ne dormait pas avant 23h et elle était fatiguée, elle voulait aller se coucher plus tôt. Donc c'était pas dans l'intérêt de l'enfant, mais alors comment on fait dans ces cas-là ? On n'est pas dans l'intérêt de l'enfant, mais c'est la demande des parents. Donc. Alors, ça vous êtes professionnel de la petite enfance, j'imagine. C'est assez classique. Effectivement, c'est des situations qu'on vit régulièrement. Donc, effectivement, je repose la base de s'adapter au projet familial. Ce n'est pas répondre systématiquement de manière positive aux demandes des parents. Et ce qui prime, c'est l'intérêt de l'enfant. Donc après, l'idée, c'est de pouvoir... Alors, je vais parler de la manière dont on peut traiter le sujet. Je peux traiter le sujet parce que c'est une situation que je connais. C'est tout d'abord déjà recevoir le parent et entendre. Parce que quand un parent vient me dire ça, moi, ce que j'entends, c'est qu'il est fatigué et que c'est difficile. Et que le moment du coucher... ça a l'air d'être compliqué. En tout cas, c'est pas vécu de manière positive. Donc, je vais essayer de m'attarder sur ça, sur le fond du sujet, pour amener le parent à la réflexion, tout en gardant, à un moment donné, une posture professionnelle et d'expliquer aux parents que ne pas recoucher son enfant ne va pas forcément faciliter le coucher le soir. Et que une sieste chez un enfant, alors ça va dépendre de l'âge de l'enfant, mais on va dire chez un petit, une sieste n'empêche pas de dormir le soir. Donc c'est à la fois être dans un échange avec le parent, réfléchir ensemble, amener le parent à cette réflexion aussi. C'est vraiment une histoire de posture. Ne pas arriver en tant que professionnel en disant voilà, c'est comme ça et moi je vous dis que, mais essayer de bien comprendre le parent et de le faire parler sur le vrai sujet, sur la vraie problématique, sa fatigue et la problématique du temps du coucher, et trouver ensemble, parce qu'en règle générale quand même, les parents, quand on est dans cet échange-là et quand on discute avec eux, ils ont les solutions en eux. Souvent le professionnel, on est là pour faire émerger la réflexion et aider le parent à utiliser les ressources qu'il a.
Voilà, alors c'est dans un échange, je ne dis pas que c'est pas toujours simple. Je pense que c'est important en tant que professionnel qu'à un moment donné, on garde aussi un positionnement professionnel et qu'on puisse être capable de dire aux parents, voilà, nous, dans notre prise en charge de l'enfant, on ne peut pas ne pas le recoucher. Votre enfant nous montre des signes de fatigue. Quand on est fatigué, être en collectivité, c'est compliqué. Ça peut du coup générer beaucoup d'énervement chez cet enfant, qui peut être aussi responsable du coup de sa difficulté, peut-être le soir, à s'apaiser et à retrouver un moment calme. Et c'est être là à côté du parent en coopération pour lui dire on entend bien ce qui se passe, on va vous accompagner aussi, on va avec vous vous accompagner sur ce sujet-là. C'est une nuance à trouver. Il y a un très bon contenu dans le train concernant ça. Et vraiment, vous êtes en plein ce matin, j'ai eu la chance de passer un petit moment dans le train. Je pense que c'est pareil, si on peut aussi de temps en temps s'appuyer sur du contenu, enfin les parents sont très demandeurs, donc là maintenant c'est bien, on est à l'heure du digital, mais je vous recommande d'écouter là-bas, il y a un petit film animé et qui est en plein dans la réponse à votre problématique. Tu peux me permettre de partager une expérience, nous on l'a vécu aussi à la crèche, on m'entend pas assez fort. D'accord. Je ne sais pas si c'est le bon positionnement, s'il est réellement juste, mais en équipe, on y a réfléchi parce que aussi on a été confrontés à une maman qui nous demandait de réveiller son enfant parce que le soir, de ce fait, il y avait de grosses tensions à la maison en lien avec la fatigue familiale et l'enfant qui ne voulait plus dormir. Et donc, on a fait des recherches justement au maximum et on a fait un compromis. Enfin, on a proposé à la maman d'essayer, d'ajuster et voir avec elle, mais de respecter les cycles, d'interrompre, proposer à l'enfant de se réveiller, en fait, ne pas lui laisser ces 3 cycles de sommeil, réduire pour qu'il soit réveillé en amont. Et dans les recherches scientifiques, pardon, si je réussis à bien articuler, il est prouvé que, enfin, on ne perturbe pas si on réveille pendant le cycle de sommeil. Un cycle de sommeil. Oh, merci. En fait, si on prend l'habitude de réveiller, en fait, il faut observer les cycles de sommeil de l'enfant. Ouais. Et si on réveille l'enfant au bout d'1 heure alors que son cycle est d'1h30, en fait, on perturbe complètement son cycle de sommeil. Et de ce fait, ça ne résout pas le problème. Au contraire, ça l'accentue et l'enfant est complètement perturbé dans ses cycles. Voilà. Donc, essayer quand les yeux papillonnent. C'est ça. Voilà, ça demande une observation, parce que tous les enfants n'ont pas exactement la même amplitude de cycle de sommeil. Mais ça réduit et on s'y retrouve avec la famille parce que l'enfant, il est, il a moins dormi, donc le soir, il se couche plus sereinement. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'autres paramètres, mais en tout cas, là, c'est tout à fait. Là. On a juste trouvé le compromis de réveiller. Voilà. De le laisser se réveiller. Après, le positionnement professionnel, il est forcément relié. Et on peut s'appuyer en tant que professionnel sur effectivement des théories, qu'elles soient scientifiques ou plus pédagogiques, pour justement susciter la réflexion et expliquer qu'on ne fait pas ça parce qu'on l'a décidé, mais parce qu'effectivement, on sait que c'est pour le bien de l'enfant et que c'est pour son intérêt. Ouais, et je vous rejoins dans le sens qu'il faut aussi entendre le parent. C'est ça. La relation n'est plus bonne. Voilà. La posture d'écoute est très importante au départ. Même si on ne va pas accéder à la demande du parent, en règle générale, quand le parent sent que le professionnel en face est à l'écoute, n'est pas jugeant et ne nie pas ses difficultés, on a déjà avancé dans 60% dans la résolution du problème en fait, parce qu'il se sent écouté. Et rien que ça, souvent, ça désamorce des situations qui peuvent paraître compliquées à gérer sur l'instant, parce que ça tourne souvent autour du sommeil, de l'alimentation, voilà. Mais rien que le fait d'être à l'écoute et dans une posture de on vous entend, et dans une posture empathique, on vous entend, mais je comprends que le soir c'est compliqué, si jusqu'à 23h c'est la fiesta et que vous en avez ras-le-bol, enfin, ça s'entend et je vous comprends. Et ensemble on va trouver une solution. Juste, je pense que on peut se positionner en disant on ne pense pas que la solution ce soit de ne pas faire de sieste à votre enfant. Mais en tout cas, on prend le sujet et on va tenter ensemble de trouver des solutions. Moi, je vais vous parler de quelque chose qui nous distingue vraiment chez Rigolo comme la vie, parce que j'ai de la chance, je suis rentrée dans le monde de la petite enfance il y a un peu plus de 10 ans maintenant.
toujours dans cette question d'adaptation aux familles et aux besoins, on est dans la collectivité et on a un outil magique qui est né de notre histoire. Parce qu'en fait, l'histoire de Rigolo comme la vie, elle est née d'une volonté de mixité sociale dans le quartier. Donc, deux fondateurs roubaisiens qui se sont dit, nous, le textile, ça marche plutôt bien, alors que dans notre ville, ça va plutôt très mal. Donc, on va se servir de notre fondation pour créer des crèches. Et donc, on a eu cette mixité entre les salariés et les habitants du quartier dès le début. Donc, comme l'a dit très justement Aglaé, ça perdure, et tant mieux, avec des profils et des catégories socio-professionnelles ou voire sociales complètement différentes. Et on a créé en interne ce qu'on appelle le journal des parents, qui est typiquement un accompagnement à la parentalité. C'est-à-dire que sur le terrain, donc toutes les directions, les EJE, les éducatrices de jeunes enfants, collectent les questions et les questionnements des parents. Donc on peut tout à fait avoir cette question du sommeil, en l'occurrence, ou des dents, ou du divorce, ou de la séparation, ou du déménagement. Et donc collecte toutes ces interrogations de parents, elles recensent, et trimestriellement, on a ce petit magazine, bon, on n'a pas pu vous en ramener, mais ce petit magazine qui est distribué, mais alors je dis bien distribué explicitement, c'est-à-dire qu'il n'est pas donné comme ça à l'entrée avec la facture, hein, c'est pas le but, c'est vraiment dans cette écoute de la famille. Donc on s'adapte encore une fois, et puis on est dans au-delà de l'adaptation, c'est aussi vous n'êtes pas seul. C'est-à-dire que justement, regardez toutes les questions que se posent tous les parents dans le réseau. Et moi, je sais que j'étais jeune maman. La collectivité, c'est aussi ça. C'est que quelque part, là, on a la question qui est posée à l'envers. Et moi, j'ai envie de vous dire, la collectivité peut aussi s'adapter à vous et nous apporter aussi, nous, jeunes parents, pas mal de réponses aux questionnements parce qu'on ne les a pas toujours quand on est seul ou qu'on éduque tout seul son enfant. Donc la collectivité est aussi source de beaucoup de réponses sur comment j'éduque mon enfant. Et là, en l'occurrence, voilà, on a un petit outil magique qui est toujours aujourd'hui, qui continue à exister, au contraire, qui perdure et qui avec beaucoup de matière à l'intérieur. Et ça peut aussi, et c'est vraiment un outil génial à explorer. Donc là, pour le coup, la collectivité passe sur un autre prisme pour moi. Voilà, on est en amont, quoi. Pardon. Je voudrais juste une question subsidiaire, c'est connaître la taille de vos structures. Alors en fait, on a de tout. On a une micro-crèche qui est donc en PSU à Arleux, qui est de 10 berceaux. Et la plus grosse est de 49 berceaux. Donc voilà, la plus grosse, on va dire... non, il y a une 60, excusez-moi, à Cesson, en région parisienne. D'accord. Voilà. Donc on va de 60. Alors la taille idéale dans la région, et c'est pareil, toujours dans cette question d'adaptabilité. Dans le Nord-Pas-de-Calais, moi je vous dis, j'ai de la chance, hein, j'ai fait un peu toute la France. La taille idéale, c'est 20-25. Okay. Hors métropole lilloise, c'est 20-25. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les crèches, de par la PSU, ça je pense qu'on a quelques professionnels de la petite enfance, donc la notion de gestion que nous demande la CAF, parce que nous on est vraiment dans une relation tripartite, donc le donneur d'ordre, qui peut être la collectivité ou l'entreprise, la CAF et nous-mêmes. Donc on est dans une relation tripartite, on a des obligations de taux d'occupation. Donc voilà, en l'occurrence, la taille idéale dans le Nord-Pas-de-Calais, c'est 20-25. Il vaut mieux avoir une petite crèche, d'ailleurs pour tout le monde, hein, j'ai envie de vous dire, que ce soit pour les professionnels, que ce soit pour les familles et que ce soit pour nous, gestionnaires. Il vaut mieux 2-20, pas très loin. De toute façon, malheureusement, dans le Nord, on roule. On n'est pas très écolo, mais on roule. Mais voilà, les parents sont prêts à faire quelques kilomètres en plus pour accéder à une place en crèche. Et c'est vraiment la bonne taille. Il vaut mieux une équipe complète, sereine, qui tourne avec un beau projet d'établissement et des crèches bien remplies, plutôt que des grandes crèches à moitié vides. Et ma vraie question, ça c'était une question subsidiaire, oui. C'était plutôt en lien avec toutes les contraintes, la PSU et le projet familial. Ma question c'était plutôt de savoir comment on peut accueillir un enfant de façon qualitative à des moments de la journée où, entre guillemets, ça convient aux nécessités parentales, mais les professionnels de la petite enfance sont parfois plutôt occupés à ce moment-là. Je pense au temps du repas, des choses comme ça. Et dans ces cas-là, comment on peut faire de l'accueil personnalisé et de qualité? Parce que dans ces moments-là, la plupart des professionnels, elles sont déjà prises et bien prises sur d'autres fronts, entre guillemets. Et du coup, c'est d'un point de vue pratique, je me posais la question de savoir comment, dans ces moments-là, on peut faire de l'accueil individualisé, parce que on est en gestion d'un groupe et c'est pas toujours évident, quoi. Alors en fait, là, vous soulevez une question limite dogmatique, quoi, parce que la PSU, moi j'ai connu avant la PSU, donc j'ai vu la mise en place en tant que gestionnaire, d'accord. Moi je suis pas de la petite enfance, hein, je suis vraiment le côté business, mais bon, j'ai quand même un regard plutôt on va dire aiguisé, affûté maintenant.
c'est vrai que c'est un vrai sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, en plus, on a un réseau qui est assez rural. J'ai eu la chance de développer des crèches vraiment dans des zones très rurales. Et on avait une population en voie de paupérisation. Et c'est vrai qu'on avait un taux d'occupation qui explosait de 11h à 14h. Donc, ça demande une directrice et une adjointe qui soient dans l'accueil et dans l'écoute des familles pour les sensibiliser à la collectivité et au fait que derrière cet accueil, ce repas, cette couche et ce change, parce que c'est ce qu'ils viennent chercher. Parce que là, on est sur de la pauvreté, on est sur du besoin social. C'est que derrière, il y a un projet éducatif et pédagogique. Et ça, il n'y a pas d'autre solution que d'avoir, évidemment, la famille qui vous suit, parce que la CAF, de toute façon, vous dira, vous devez respecter les desiderata des familles, et donc vous devez dire oui à toutes les demandes, accueil occasionnel, ponctuel, d'urgence, mise à disposition. Et là, en l'occurrence, il n'y a pas d'autre solution que de sensibiliser la famille en disant ce serait bien, et là je vais te passer la parole, voilà, d'aller sur le projet éducatif et pédagogique et de comprendre quel est l'intérêt pour l'enfant. Voilà, on en revient à l'intérêt de l'enfant. Donc effectivement, je te rejoins Sophie, dans ce genre de demande, et on en a régulièrement, effectivement, on doit y répondre. Le cadre légal nous l'impose. C'est comment on amène la famille en expliquant du point de vue de l'enfant ce qu'il va vivre en arrivant juste de 11h30 à 14h par exemple, et ce qu'il pourrait vivre s'il pouvait arriver un peu plus tôt le matin pour bénéficier d'éventuels temps d'accompagnement qu'on propose à l'enfant, ou s'il pouvait partir un peu plus tard parce que peut-être qu'à 14h en plus on est en plein milieu de sa sieste. Donc c'est déjà dans cet échange avec la famille. Après, c'est aussi amener les équipes à réfléchir et à rentrer aussi dans ce système, parce que de toute façon on tend vers ça, on tend vers une adaptation à la demi-heure. Donc oui, c'est pas évident, mais on peut rester dans ce constat de oui, mais nous à 11h30 on est en plein repas. Mais on peut aussi se dire, certes, on est en plein repas et on a toujours fonctionné en ne faisant pas comme ça, mais le cadre évolue. Évoluons avec ce cadre, anticipons, organisons, comment on peut s'organiser à l'interne pour que si une famille arrive vraiment à 11h30 parce que c'est son besoin, comment on peut faire pour qu'elle soit accueillie de la même manière que quand elle arrive à 9h. Je pense que c'est à nous, équipe, direction, groupe de crèche, à réfléchir à ça aussi et à mettre en face de ce type de demande une organisation optimum. On peut le faire, comme je disais avant, les crèches fonctionnaient un peu par forfait. Les parents étaient obligés de réserver des demi-journées ou des journées entières. On voit l'évolution aujourd'hui. On accueille à l'heure et ça fonctionne. Donc on peut, par l'anticipation et en tout cas en se posant en équipe et en réfléchissant, nous professionnels de la petite enfance sur ce sujet, de voir comment on peut amener une organisation optimum face à ces demandes. Donc ça ne se fait pas du jour au lendemain, hein. Ça demande des adaptations, des réadaptations. Il faut réfléchir, c'est parfois un casse-tête d'horaire, d'organisation. Mais en tout cas, l'adaptabilité, elle doit se faire aussi de la part des équipes petite enfance sur ce sujet. Alors pour rebondir sur ce que Madame l'a baptisé, donc c'est vrai que quand même la PSU permet quand même une certaine souplesse avant d'en arriver à une mise en place effective à l'heure, à la demi-heure, etc. Ce qui nécessite un travail en profondeur avec les équipes sur les pratiques professionnelles. Il y a toujours possibilité quand même de négocier un minimum avec la CAF, c'est-à-dire une heure maximale d'arrivée ou de départ, pour préserver justement ce temps de repas et ne pas bouleverser les équipes. Donc c'est pour ça que je mets quand même un bémol par rapport à, même si je suis entièrement d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je mets quand même un bémol sur le côté strict de la PSU. Il y a quand même cette possibilité-là pour les personnes qui sont en difficulté. Alors moi, je voulais rebondir, je voulais avoir plus de renseignements sur... vous parlez d'un journal par rapport
pour répondre aux interrogations, aux questions des parents. Donc vous apportez des réponses. Enfin, en tout cas, on est sur le truc et astuce, en tout cas, voilà, vous posez des questions. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus sur ce moyen, sur cet outil de communication? Vous parlez d'un journal, donc vous faites comment? Oui. Vous faites qui l'écrit, qui le rédige? Est-ce qu'il y a une parution? Parce que bon, c'est tout un... Alors, c'est un journal, hein, donc sur format petite revue, qui paraît, c'est un trimestriel, qui est entièrement écrit par les équipes, les éducatrices de jeunes enfants du groupe qui se réunissent en collectif, qui ont récolté dans chaque structure, chaque équipe a fait remonter en début d'année les questions les plus fréquentes des parents. Ils se posent en début d'année pour sortir les sujets les plus demandés, et ensuite les éducatrices de jeunes enfants écrivent ces articles. Elles peuvent faire aussi appel, par exemple, s'il y a une question santé qui ressort, on va faire appel au collectif d'auxiliaires de périculture de notre groupe. Voilà, on va aussi chercher les expertises chez nos professionnels, parce que c'est ça la force aussi des équipes pluridisciplinaires, c'est qu'on est très complémentaires et que chacune peut apporter son expertise à un moment donné sur un sujet. Ça peut aussi être des regards croisés sur un sujet, entre un côté plus pédagogique et un côté santé, du coup. Et donc ce sont des articles qui sont écrits, qui sont illustrés par des exemples concrets de ce qui se passe en structure. Il y a un peu de théorie sur certains sujets, alors ça va vraiment dépendre des sujets, mais il y a aussi une partie toujours, on a testé pour vous telle ou telle activité à faire avec votre enfant. Enfin, ça contrebalance entre des choses plus théoriques et des choses pratico-pratiques. Et en fait, pour nous professionnels, cet outil, c'est vraiment un médiateur aussi dans la relation qu'on peut avoir avec le parent, c'est-à-dire qu'il remplace en aucun cas les échanges oraux et les transmissions qu'on peut avoir avec les parents sur certains sujets, mais ça peut être un plus quand il paraît effectivement, je rejoins tout à fait ce que disait Sophie, on ne le donne pas comme en même temps que la facture ou en le mettant dans les casiers des enfants. C'est-à-dire que chaque professionnel qui donne le journal des parents, on l'a lu en amont en équipe aussi, on s'est posé des questions entre nous pour bien maîtriser les sujets qui sont évoqués dans ce journal, et on le donne vraiment aux parents en expliquant son contenu, en discutant avec eux aussi des articles qu'ils ont pu lire. Enfin, c'est vraiment un médiateur dans la relation. En fait, vous avez un service qui est complètement dédié à ce... Non, c'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est vraiment c'est un collectif. Donc, on a plusieurs collectifs. Elles sont détachées pendant un temps, une durée donnée. Donc, il y a des EJE, des éducatrices sur le terrain qui collectent les questionnements des parents, qui recensent sur tout le territoire. Bon, aujourd'hui, on est petit, on a 35 crèches, donc c'est pas... Voilà. Oui. C'est les éducatrices qui collectent. On lance un appel aussi. Tout à fait. Participer au voilà. Elles postulent, elles sont détachées 2, 3, ou enfin je ne sais plus exactement, mais en journée ou en demi-journée. Voilà, c'est planifié. Elles sont réunies et elles écrivent ensemble. Et après... Bah justement, voilà. Donc en fait, la parution. Alors elle n'est pas. Nous, on a de la chance. Hein, donc on est ID Group, donc on arrive à le mettre dans la communication de Hokkaido au Baby. Donc on est dans le même siège, on est tous à Roubaix au même endroit. Donc c'est un tout petit fascicule. Hein, c'est pas prétentieux du tout. Hein, c'est un petit truc. Mais oui, ça le mérite d'exister. Ah non, mais alors les micro-crèches, non, bah oui, non. Bah oui, non, en fait, c'est la grande chance des groupes de crèches et des entreprises de crèches, qui connaissent bien les deux. Donc, non, on a de la chance parce qu'on a des collectifs. Donc, on a un collectif santé qui peut répondre à des questions parce qu'on a certaines de nos collaboratrices qui sont infirmières et terrain, qui sont directrices, mais qui ont cette appétence et qui ont envie de développer. Donc, ils peuvent aussi nous amener et nous accompagner sur des dossiers ou des questionnements spécifiques. On a un collectif PEDA. Donc, voilà, c'est la chance d'être dans un groupe. Donc, oui, on se sert... Et c'est ce que j'allais dire. Et donc, on a un service communication, ne serait-ce que moi au commerce. Donc, en fait, c'est mutualisé et c'est imprimé de cette façon-là. Donc, ça nous permet de mutualiser les coûts et d'avoir ça en crèche. Quand vous remettez ce fascicule, donc vous dites que vous faites en individuel, donc si vous avez des structures de 25 places... Oui, 20, 25, 30. Donc, vous prenez, vous distribuez... 40. Par an. Oui. Et à chaque fois, vous redites le même discours. Oui, c'est-à-dire qu'on reçoit le journal des parents, on le reçoit en structure.
sur la semaine où on le reçoit, à chaque transmission, que ce soit le matin ou le soir, la professionnelle qui effectue la transmission offre ce journal des parents à chaque parent en mettant les formes, en expliquant, en expliquant au parent qui peut revenir vers nous s'il a besoin d'un complément d'information sur un article, ou alors parce que j'ai eu une conversation avec un parent il y a 2 semaines sur le sommeil et boum, c'est un sujet du JDP, je vais vraiment en profiter. Je dis, vous vous souvenez, justement, il y a un article sur ce sujet. Voilà, c'est vraiment l'idée aussi de pouvoir... c'est un plus en fait dans l'accompagnement et c'est un outil en plus parmi d'autres. Voilà, c'est un outil parmi d'autres et qui peut et ça peut permettre aussi aux parents de lire chez lui tranquillement un sujet, de peut-être venir nous aborder 3 mois plus tard sur le même sujet, mais voilà, il aura lu et cheminé et on en rediscute plus tard ou on n'en rediscute pas. Enfin, voilà, c'est vraiment c'est un plus, c'est un outil en plus qui nous permet de tenter de répondre au mieux aux questionnements et à ce qu'on ressent de ce que les parents ont envie d'aborder comme sujet en fait. Est-ce que vous organisez en parallèle des rencontres avec les familles sous forme de, je sais pas moi, d'ateliers parentalité, sous forme de réunion de famille, Alors, après, chaque crèche va mettre en place ces animations. Ce qui est sûr, ce qui est commun, c'est que nos crèches sont des structures ouvertes. Donc forcément, les parents rentrent, ça reste un dénominateur commun de toutes nos structures. Ensuite, il y a forcément dans l'année une réunion, ce qu'on appelle réunion de rentrée, mais en tout cas, dans le premier trimestre, on reçoit les parents et on leur explique le projet en cours, notre projet pédagogique. On leur explique ce qu'on va faire avec leurs enfants tout au long de l'année. Il y a également, dans beaucoup de nos structures, ce qu'on appelle le café des parents, alors qui peut prendre différentes formes, mais je vais expliquer de manière globale. C'est un temps, en général, c'est 1 fois par mois sur une thématique qui est prévu à l'avance, un moment où on reçoit les parents, il y a le café, il y a parfois une petite animation, c'est souvent autour du livre, avec des livres à disposition à destination des enfants sur ce thème-là, et aussi pour les parents. Et ça permet aux équipes, à ce moment-là, les équipes qui sont sur le terrain pour accueillir les familles, de mettre en place, de discuter, d'avoir ce temps d'échange autour d'une thématique. Ensuite, je sais qu'il y a des crèches qui font des petites conférences le soir sur des thématiques précises. Là, ça va aussi dépendre un peu du projet de la crèche. Ce qui est sûr, c'est qu'on tend, l'ensemble de nos crèches et l'ensemble des professionnels, on tend de plus en plus vers ce type d'action, je vais plutôt parler d'accompagnement, parce qu'on sent un réel besoin chez les parents de pouvoir partager ces moments de réflexion. Après, on va s'adapter au public que l'on a. Ça va plutôt être sous forme de conférences, ça va plutôt être sous forme d'ateliers parents-enfants, parce que voilà, c'est des parents, moi je sais que sur mon secteur, j'ai pas mal de parents qui sont disponibles en journée, donc on va proposer beaucoup d'ateliers parents-enfants. On va faire une activité, on va l'ouvrir et les parents peuvent venir et participer avec nous à l'atelier. C'est aussi un moyen d'aborder certains sujets avec les parents. En redondance avec ce que j'avais dit sur le travail en amont, parce que moi j'interviens beaucoup en amont. Une fois l'ouverture de la crèche faite, je reviens quelques fois. La réussite d'une crèche, vraiment, c'est quand il y a cette émulation. C'est-à-dire que quand on a des parents qui veulent s'impliquer ou qui ont au moins la curiosité d'y aller, quand j'ai des chefs d'entreprise qui n'ont peut-être jamais fréquenté la crèche, mais qui ont réservé des berceaux pour leurs salariés et qui se disent j'aimerais bien voir ce que je paye. En gros, c'est exactement ça le discours. Mais quand ils viennent dans la crèche, là, ils comprennent quel est le sens vraiment de l'action, parce qu'aujourd'hui une crèche, je le redis, c'est vraiment un outil ultra puissant en 2017 d'intégration sociale, quoi. C'est vraiment le premier contact, et on sait ou pas, voilà, qu'on soit parent ou pas, on sait que ce moment-là de la vie, quand on est bien accueilli par la collectivité, c'est quand même un grand pas. Voilà, pour la citoyenneté de demain. Et donc l'émulation et la volonté de tous à découvrir la crèche, on a dans le groupe, et on en fait notre fer de lance, vraiment d'avoir cette volonté d'ouverture, quoi. Voilà, la crèche, ça doit vraiment rester un endroit ouvert tout le temps à tout le monde, et cette mixité sociale, on l'aura que si on continue à faire ça. C'est bien le sujet aussi du train de la petite enfance, c'est une égalité des chances dès le début.
Voilà, donc bien pour ça qu'IDEKids est bien présent avec nous à bord. Et l'adaptation, c'est ça aussi en fait. Pour moi, c'est pas seulement répondre à des demandes et des besoins de parents à l'instant T, mais l'adaptation, c'est savoir écouter et reconnaître qu'au-delà du mode de garde, derrière l'entrée en collectivité, il y a aussi cette envie de socialisation de son enfant, mais aussi de pouvoir partager avec d'autres parents et des professionnels une réflexion autour de l'éducation de son enfant. Et c'est à nous professionnels de savoir saisir ça et de savoir entendre les besoins des parents et de leur proposer par des ateliers, par des conférences, par l'intervention à un moment donné d'un médecin sur tel sujet ou autre, de pouvoir leur proposer ça, de vraiment rentrer dans l'accompagnement et le soutien à la parentalité. Et juste pour terminer sur le journal des parents, on n'a absolument pas la prétention, dans ce journal, c'est vraiment un truc et astuce, c'est-à-dire qu'on n'a pas la prétention de donner éducation, mais vraiment, c'est vraiment de l'accompagnement, voilà, c'est de la c'est pour rassurer les parents. Et moi, je me souviens à titre perso que j'avais une pédiatre qui m'avait laissé quelques fiches en cas de fièvre, en cas de dents, etc. C'est un peu le même concept, c'est-à-dire, tiens, je me souviens dans le JDP, on m'a parlé du bain, il a peur de l'eau, dans un premier temps, est-ce que je peux aller feuilleter mes 3-4 trucs? On n'a pas la prétention d'aller jusqu'au bout de l'analyse, mais en tout cas, voilà, ça rassure beaucoup et c'est toujours ce pas vers l'autre et cette écoute qui nous permet, en tout cas, nous, je vois, par rapport à d'autres réseaux ou d'autres accueils, de nous distinguer et d'aller vraiment sur cette mixité, cette création de liens sociaux. Une dernière question? Je crois que vous avez fait le tour. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. C'était... Voilà, vraiment voir que c'est possible de s'adapter au projet familial en crèche et en collectivité. Vous le faites, donc c'est complètement possible. Donc continuons sur ce chemin pour diminuer les inégalités. Merci beaucoup.